Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo rapide sur 5 choses que vous ignorez probablement sur les fourches. Donc c'est une vidéo qui m'a été inspirée par différentes questions que je reçois. Et j'en vois beaucoup qui essayent par exemple de comparer des fourches comme la Fox 38, la XF 38, la Z1, en partant du principe que c'est peut-être des produits similaires, alors qu'en fait, vraiment pas. Et je pense que cette confusion, elle vient du fait qu'en extérieur, c'est des fourches qui se ressemblent beaucoup, qui ont des caractéristiques physiques similaires. Donc on a des fourreaux, on a des plongeurs, couronne, un pivot, on a des molettes de réglage, et ces caractéristiques se retrouvent sur l'essentiel des fourches du marché. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur, on a des différences importantes en fonction des variations de fourches. Donc par exemple, la ZEB existe dans plusieurs déclinaisons, et à l'intérieur, on n'a pas la même chose. Par exemple, au niveau hydraulique, Grip X2, Grip X, Grip 2, Grip 1, Fit 4 chez Fox, c'est des cartouches qui sont très très différentes. On a des différences similaires au niveau des cartouches RockShox ou même des cartouches Öhlins. Et pareil pour la partie ressort, air, coil, pas pareil. Et ensuite les différentes versions des systèmes air ou coil. Et je pense que c'est un point qui est trop ignoré et ça vient du fait que c'est des parties qui sont cachées à l'intérieur de la fourche. Et quand on regarde bien la fourche, c'est vraiment la partie du vélo qui montre le moins son fonctionnement. C'est-à-dire que le ressort, l'hydraulique sont cachés à l'intérieur de la fourche et on ne peut pas voir les différences de l'extérieur. C'est encore plus marqué que sur un amortisseur parce que par exemple un amortisseur, entre un DPX2, un X2 et un DHX, il y a des différences extérieures importantes en termes d'organisation des différentes pièces, et la différence entre du air et du coil, elle est évidente. Et ça fait aussi que les constructeurs en vont plus loin dans les variations, parce que vu qu'il y a moins d'attention qui est portée sur les pièces internes de la fourche, ils peuvent se permettre de faire des déclinaisons qui sont parfois très bas de gamme. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qu'on voit chez RockShox. Exemple, au niveau des cartouches, Charger 1, Charger 2, Charger 3. Chez RockShox, c'est 3 générations de cartouches qui elles-mêmes existent dans plein de déclinaisons. Charger 1, on avait la version SKF dans SKF, 2 voies, 3 voies, Cross Country, All Mountain, DH, Scott, et j'en oublie sûrement. Charger 2, on avait des choses similaires, et par exemple en Charger 2, entre une version RC et une version RC2, c'est vraiment pas les mêmes produits, et ils vont pas donner les mêmes performances. Pourtant, il y a juste une lettre qui les distingue. Charger RC, Charger RC2. Je pense que c'est une vraie source de confusion. Il y a énormément de déclinaisons des composants internes qui vont avec des performances très différentes. Et le résultat, c'est que beaucoup de personnes se fient à la couleur, alors que la couleur ne veut pas toujours dire grand-chose. Au numéro, par exemple Fox 38, Fox 36, et aux stickers, alors que les stickers sont essentiellement décoratifs. Donc ça fait que la comparaison de fourches est parfois assez compliquée malheureusement. Et en lien avec ça, deuxième point, les différences sont parfois gigantesques. Donc vous pouvez avoir deux fourches qui se ressemblent énormément. Donc là, par exemple, on a la ZEB R A1 et la ZEB Ultimate A3. De l'extérieur, elles se ressemblent énormément, mais les différences sont gigantesques entre les deux. Sur la A1, on n'a pas de réglage de compression. On a un débonnaire ZEB de génération 1 qui est en plastique. On a le châssis de la ZEB, mais on n'a rien dedans qui est commun avec la ZEB actuelle. La ZEB Ultimate A3 ressemble beaucoup à la R A1. À l'intérieur, on a un réglage hydraulique sur 3 voies. On a un débonnaire avec une chambre négative agrandie et pas mal d'améliorations. Et c'est une fourche qui est diamétralement différente de la R A1. Pourtant, les deux fourches se ressemblent énormément. Si on va faire un tour dans les vues éclatées RockShox, on peut voir ces différences. Donc là, à l'écran, vous avez la R A1. Et ensuite, ici, vous avez la Ultimate A3. Je vous le refais. R A1, Ultimate A3. Il n'y a quasiment aucune pièce qui est en commun. On a peut-être le top cap R ici qui est en commun. Ça s'arrête là. Le boulon en bas, c'est tout. Et il y a des différences au niveau du châssis T fourreau qui sont peut-être subtiles mais qui sont réelles. Autre point qui est beaucoup ignoré, cross-country, beaucoup de personnes me disent oui mais l'utilisation de la fourche en cross-country c'est moins important qu'en DH ou en enduro. Le débattement est réduit, donc on entretient moins. En fait, le fonctionnement de ces fourches, même si elles ont des caractéristiques différentes d'une fourche de DH, ça c'est évident, c'est pas la même masse, c'est pas les mêmes diamètres, le principe général de fonctionnement reste le même. Et beaucoup de pilotes de cross-country viennent à l'entretien trop tard, ce qui veut dire inclure des réparations dans l'entretien, parce qu'on a des pièces cassées. Le résultat, c'est qu'au lieu de payer pour un entretien, ils payent pour l'entretien et les réparations, sachant que dans bien des cas, pendant des années, ils ont roulé sur une fourche qui n'était plus vraiment en état de marche. Donc au niveau des performances et du confort, c'était pas idéal. Autre point, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent quelle est la fourche qui sera la plus sensible sur les petits chocs, en oubliant que le pilote, c'est 75-90% de la masse totale, le vélo représentant une part de la masse totale qui est bien inférieure, et la sensibilité petit choc sur la plupart
plupart des fourches du marché, elle disparaît au bout de 50 heures. En tout cas, elle est beaucoup réduite. La sensibilité au petit choc, certes, il y a des différences de fourches, il y a des fourches qui sont un peu plus sensibles que d'autres, mais concrètement, ça dépend surtout du pilote. Donc le rapport du pilote au vélo et à la fourche, quelles sont les contraintes, comment est-ce qu'il roule, et ensuite, le niveau d'entretien et de réglage. S'il n'y a pas d'entretien qui est fait, mais vous avez une fourche qui est super sensible, elle va pas rester très sensible très longtemps à cause du manque d'entretien. Et c'est pareil pour les réglages. S'il n'y a aucun réglage correct, faut pas vous attendre à grand chose. Dans le même sens, je vois énormément de fourches qui sont bourrées de tokens. Donc les tokens, c'est des pièces en plastique qui prennent de la place à l'intérieur des chambres air, permettent de changer les proportions du ressort air, permet d'adapter le ressort air au poids du pilote et à son niveau de pratique. Et le truc, c'est qu'il y a énormément de fourches qui sont livrées, vendues, avec 5 tokens à l'intérieur, partant du principe que le vendeur du vélo ou de la fourche va adapter le nombre de tokens au pilote et à sa pratique. Et il y a énormément de vendeurs qui oublient. Et le résultat, c'est que beaucoup de personnes roulent avec 5 tokens et la pression recommandée par le constructeur théorique, et ensuite sont surpris que le confort n'est pas là, et les performances ne sont pas là. Et le truc, c'est que donc on a 5 tokens à l'intérieur. En général, 5 tokens, c'est pour un pilote qui a un très très bon niveau et qui va gérer très très bien sa pression. Mais c'est pas l'essentiel des pilotes. Voilà, j'espère que c'était intéressant. Pour ceux qui savaient toutes ces choses, c'est très bien pour vous. Après, pour les pilotes qui ne le savaient pas, j'espère que ça vous aide. À la prochaine!